Bonjour, bienvenue. Je suis Béatrice Dupuis. Je travaille pour la société Awao que j'ai créée. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Parce que je ne suis pas hyper habituée des micros, hein, je vous l'avoue. Ok, très bien, merci. Moi, j'ai choisi de vous parler des émotions aujourd'hui parce que personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé de travailler sur cette thématique et qui m'aide encore tous les jours. Et c'est quelque chose dont on nous parle peu à l'école. Donc, j'ai choisi d'aborder cette thématique. Pour commencer, j'aimerais vous parler de vos décisions, de vos processus de décision. Donc, je ne sais pas aujourd'hui ce que vous utilisez pour faire vos décisions. Il y a certainement une multitude de critères. Personnellement, je pense que les émotions peuvent être d'excellents guides. Et avant les émotions, il y a aussi un premier élément sur lequel vous pouvez travailler, qui sont les valeurs. Donc, j'ai fait ce petit dessin il y a pas longtemps, là, il y a 2 semaines, pour commencer à parler des valeurs. Parce qu'en fait, des bons choix, c'est avant tout des bons choix pour soi. Et regarder les valeurs, c'est déjà un premier élément important. Là, vous voyez, sur le dessin, on se demande quel est le bon chemin à prendre. Et là, on pourrait très bien se dire, je pourrais très bien prendre le chemin des valeurs de l'entreprise, qui peut être celui de la rentabilité, de la productivité, de l'audace. Bon, j'ai choisi de mettre ces valeurs-là, il y en a plein d'autres, hein, bien sûr, ça dépend des entreprises. Et là, du coup, je peux me dire, ok, je peux adopter les valeurs de mon entreprise. Mais est-ce vraiment les miennes? Est-ce qu'elles correspondent aux miennes? Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'observer les écarts avec mes propres valeurs. Un deuxième chemin qu'on a souvent tendance à suivre, c'est celui des valeurs qui nous sont transmises par nos parents. Donc là, voilà, j'ai mis comme exemple la stabilité, la sécurité financière, le dévouement. Et suivre les valeurs de nos parents, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais c'est aussi quelque chose qui peut être parfois enfermant et qui peut aller à l'opposé finalement de nos propres valeurs. Donc là, c'est pareil, ça peut être intéressant de se dire, ok, quelles sont les valeurs qui m'ont été transmises, qui me correspondent, qui sont vraiment les miennes, et je ne dois pas m'enfermer dans celles qui vraiment appartiennent plus à mes parents et qui se reflètent peu pour moi. Et donc, un dernier chemin intéressant, ça peut être d'essayer de discerner, bien sûr, nos propres valeurs, de discerner et de les nourrir au quotidien, donc de faire en sorte que vous puissiez les faire vivre au quotidien. Et ça, c'est des choses qui vont vous permettre de prendre des décisions qui vont être bonnes pour vous. Donc après cette petite introduction sur les valeurs, je vais vous parler des émotions, parce que les émotions, alors désolé, le support là est un peu aplati, mais bon, vous voyez quand même. Les émotions, c'est aussi quelque chose qui nous guide, enfin, en tout cas qui peut nous guider, et qui justement nous guide trop peu aujourd'hui la plupart du temps. Les émotions, je ne sais pas si vous prenez le temps de les analyser, de vraiment vous poser, de vous dire, tiens, voilà, dans quel ressenti je suis, dans quelle émotion je suis là en ce moment. Et pourtant, c'est un travail qui permet vraiment de comprendre quel est le besoin derrière. Quand on a une émotion qui arrive, c'est qu'elle vient signifier un besoin. Elle vient apporter une information. Elle vient vous demander de vous mettre en mouvement pour atteindre quelque chose. Et malheureusement, voilà, c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément, que moi j'ai découvert en travaillant en coaching. Et là, j'ai mis des petites flèches pour vous montrer des émotions qui sont surprenantes en fait. Alors, tout d'abord, cette roue des émotions, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé en fait sur les émotions. Il y a par exemple Robert Plutchik ainsi que Paul Ekman qui ont travaillé sur des roues des émotions, sur l'analyse des émotions. Donc là, j'ai pris une roue. Ce n'est pas une roue forcément de ces 2 personnes-là, mais parce qu'aujourd'hui, on trouve énormément de roues sur Internet. Il existe 4 émotions primaires. La peur, la joie, la colère et la tristesse. Il y a également donc plusieurs psychologues qui ont fait des travaux sur les émotions et qui ont rajouté le dégoût, la surprise. Il y en a même d'autres qui en ont rajouté encore d'autres. Mais les 4 plus importantes, c'est bien la peur, la colère, la joie, la tristesse. Et derrière chacune de ces émotions primaires se trouve en fait énormément de ressentis, d'autres émotions secondaires.
Et c'est là où, en fait, on ne fait pas forcément le lien. Par exemple, quand on se sent sceptique, eh ben, c'est la famille de la colère. Et ça, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Et si vous regardez la roue, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'émotions que vous n'auriez pas forcément positionnées dans cette famille-là. Et pourquoi c'est important de savoir positionner dans une famille d'émotions, de pouvoir reconnaître l'émotion primaire? C'est parce qu'en fait, chaque émotion vient poser des messages spécifiques. Par exemple, la colère, si on commence par elle. Donc la colère, il y a plusieurs déclencheurs. Ça peut être un obstacle, ça peut être une injustice, ça peut être quand justement on ne peut pas respecter nos valeurs, quand on nous empêche de les respecter ou qu'on n'arrive pas nous-mêmes à les respecter. Ça peut être quand on a notre intégrité physique ou psychique qui a été atteinte. Donc vous voyez, il y a tous les déclencheurs qui sont en haut à gauche. Vous avez les ressentis juste dessous, donc c'est ce qu'on appelait sur la roue des émotions avant, là, les émotions secondaires, agacé, agité, agressif, etc. Et vous avez à droite, j'ai envie de dire la chose peut-être la plus importante, c'est les besoins. Cette émotion de colère, elle vient souvent, alors là c'est une série de besoins, ils ne sont pas tous là, hein. La liste n'est pas exhaustive, hein. C'est à chacun d'aller voir quel est le besoin en s'auto-analysant, j'ai envie de dire. Mais la plupart du temps, la colère vient envoyer l'information d'un besoin de changement, d'un besoin de réparation, d'être entendu, parfois de remettre quelque chose à plus tard, parfois de prendre un temps pour comprendre le point de vue de l'autre, de réfléchir à ce qui est pour nous une priorité. Et ça peut être utile aussi parfois de se centrer sur l'objet de la colère, mais pas sur la personne avec laquelle parfois on est en colère. Donc, il y a tout un tas de besoins à satisfaire. Et finalement, la colère, si on prend le temps de la comprendre et de l'accueillir, eh ben, il y a des bénéfices, en fait, à la colère. Il y a des vrais bénéfices. Le bénéfice premier, ça va être de nous protéger. Ça va nous permettre de poser nos limites. Ça va donc nous permettre de préserver notre intégrité et également de nous affirmer. Donc voilà, quand vous vous sentirez en colère la prochaine fois, peut-être que vous pourrez repenser à ce dessin et essayer de voir un petit peu quel serait votre besoin et quel pourrait être le bénéfice. Parce que bien sûr, si on ne voit pas le bénéfice à la travailler, peut-être qu'on ne va pas décider de la travailler. Donc voilà pour la colère. Si maintenant, on parle de la peur. Donc la peur, c'est souvent un événement qui a pu arriver dans l'enfance, un événement blessant, un événement traumatisant. Ça peut être aussi la peur de l'inconnu ou bien sûr la peur d'un danger réel. Donc les ressentis, je vous ai remis, là vous pourrez trouver la liste des ressentis secondaires et on va s'intéresser donc aux besoins. La peur, ça peut être un besoin tout d'abord et ça peut en tout cas, ça peut aider de l'accepter pour être aidé. Donc c'est de savoir la reconnaître, de savoir l'accueillir. Parce que parfois, on a envie d'être fort et donc on n'a pas envie d'accueillir cette peur. Et pourtant, c'est en accueillant nos émotions qu'on arrive à les faire, on va dire, disparaître et qu'elles ne viennent pas créer des tensions dans notre corps. Donc les émotions, quand elles se présentent, l'idée c'est justement de les accueillir, de les analyser, de les traiter dès que vous le pouvez. Alors parfois on est dans une situation avec d'autres personnes, c'est pas l'endroit. Là on va différer et on va essayer de s'en occuper plus tard. Mais dès qu'on peut le faire sur le coup, c'est vraiment intéressant parce que c'est en observant votre émotion, en vous intéressant à elle et en l'analysant que vous allez pouvoir libérer la tension, l'énergie qu'elle vous envoie. Parce que les émotions, c'est de l'énergie. Donc il faut justement les libérer pour pas qu'elles se stockent en tension dans votre corps. Donc écoutez cette peur pour l'analyser, pour justement ne pas la laisser nous submerger. Ça peut être aussi justement d'aller même encore un cran plus loin, c'est de s'y confronter pour essayer de la dépasser. Parce que comme la peur et toutes les émotions sont des énergies, c'est une énergie que vous pouvez exploiter à votre profit, à votre bénéfice. Vous pouvez l'utiliser comme moteur. Moi, par exemple, je vous le dis, avant de monter sur cette scène, j'étais pas très à l'aise. Il y en a dans la salle qui le savent. On parle devant tout un tas de gens, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, je suis pas très à l'aise. Mais néanmoins, j'affronte ma peur, je l'ai analysée avant, j'ai essayé d'analyser mon besoin,
et d'essayer de répondre à mon besoin. J'ai fait un petit peu des petites respirations. Voilà, je me suis dit que j'avais envie de partager tout ça avec vous, que moi, quand on me l'a partagé, j'étais très heureuse. Et donc, je suis venue ici et j'ai réussi à monter sur scène. Et ça, du coup, ça a été un moteur pour moi. Je sors de ma zone de confort et du coup, j'apprends à faire des choses nouvelles. Et donc, j'exploite cette énergie au service de mes projets. Donc, les bénéfices, ça peut développer l'audace. C'est ce que je suis un peu en train de vivre. Ça peut développer également la sagesse, parce que parfois ça peut nous aider aussi à faire des choix plus sages, on va dire, à pas être forcément tout feu, tout flamme. Et puis, ça peut permettre justement de développer la confiance qu'on a en nous, parce qu'on va justement pouvoir utiliser cette confiance et ne pas subir cette peur. Donc voilà pour la peur. Donc l'idée de la peur, voilà, l'affronter, l'accueillir pour en faire un moteur. La tristesse. Alors la tristesse, elle est souvent rejetée en fait par le monde adulte. On dit souvent aux enfants ne pleure pas, alors que là encore, une fois de plus, c'est plutôt justement positif d'accueillir l'émotion, de laisser sa tension se décharger tout de suite, et c'est plutôt d'accompagner l'enfant sur voilà, qu'est-ce qui te fait pleurer, qu'est-ce que tu ressens, pour que l'enfant puisse indiquer ce qui se passe. Et ça marche aussi pour les adultes, bien sûr. Donc la tristesse, les déclencheurs, ça peut être un manque, une séparation, un deuil bien sûr, un souhait non satisfait. Et parfois d'ailleurs, on se dit « Oh, je ne devrais pas être triste pour ça ». Oui, mais si vous la ressentez, l'émotion, c'est qu'il faut la traiter, c'est qu'elle est là, elle est dans votre corps. Donc si vous ne la traitez pas, elle va continuer finalement de générer de la tension dans votre corps. Les besoins à satisfaire, donc là aussi, l'accepter, l'exprimer cette tristesse, donc oser la dire, oser l'accueillir vraiment, se mettre dans l'action aussi pour se redonner du plaisir par des activités positives, s'autoriser des activités positives, être réconforté également, parce que la tristesse finalement, ça nous invite à avoir ce visage que j'ai dessiné et qui provoque en fait l'empathie naturelle des autres, qui vont donc pouvoir venir aussi vous soutenir. Et tout en bas, j'ai dessiné quelque chose qu'on voit assez mal, mais qui est la courbe du deuil d'Elisabeth Kubler-Ross. J'ai mis que 3 petits points. Le choc au début, la tristesse, vous voyez, elle est tout en bas. Et il y a plusieurs étapes, il y en a 6 ou 8, je ne sais plus. Et à la fin, on va vers le renouveau. Et donc, l'idée, c'est vraiment de passer par toutes ces étapes. Et ça va vous permettre justement d'aller enfin vers ce renouveau. Et si vous vous rendez compte que la tristesse, elle dure trop longtemps, c'est que peut-être justement ce process de deuil, qui n'est pas que quand on perd quelqu'un, on peut avoir un deuil de plein de choses, en fait, il est peut-être arrêté, il est peut-être stoppé. Et donc, il faut essayer d'identifier la zone sur la courbe où vous êtes, où vous vous trouvez, pour essayer de reprendre ce travail. Et bien souvent, pour ça, se faire accompagner par un thérapeute est une bonne idée. Donc là, les bénéfices de la tristesse, parce que toutes les émotions ont donc des bénéfices, c'est que ça invite à réfléchir, ça invite à rééquilibrer des éléments de notre vie, des curseurs, on en parlait tout à l'heure avec certaines personnes. Ça attire l'attention, la sympathie, l'empathie des autres. Et ça permet de combler éventuellement un manque affectif qu'on peut avoir à une certaine période de notre vie, justement quand on vit des choses difficiles. Et ça permet d'accepter et de passer à autre chose en prenant du recul. Alors il y a une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Art Mela. Je ne sais pas si vous connaissez, elle fait des BD sur les émotions. C'est génial, vraiment, je vous invite à aller voir ces BD. Et elle explique tout un tas de choses sur la tristesse. Elle l'explique en plus vraiment d'une façon très simple, très imagée, très agréable. Et elle dit sur la tristesse que c'est une émotion qui va vers le bas. Elle dit que toutes les émotions ont des mouvements associés. Et la tristesse, ça va vers le bas parce qu'on doit lâcher. On doit lâcher prise, on doit apprendre à lâcher les choses pour aller vers le renouveau. Oui. Art Mela. Alors, voilà, c'est son nom de scène, entre guillemets. Donc, art comme artiste, plus loin, Mela, M-E-2-L-A. Voilà, elle a un site qui s'appelle Conscience Quantique, je crois, et donc elle fait tout un tas de BD, elle fait des TEDx, elle fait plein de choses. Et d'ailleurs, je pense qu'elle accompagne aussi en séance individuelle. Et c'est très didactique, très pédagogique.
Et donc, la dernière émotion, la joie. Donc, la joie, on ne se l'autorise pas toujours, ou parfois, on la simule. Il y a des environnements professionnels, par exemple, où parfois, les valeurs de l'entreprise, c'est tout va bien, je vais bien, tout va bien. Et le matin, c'est comme quand on dit ça va. Il n'y a pas grand monde qui ose dire si ça va pas, quoi. On va plutôt dire oui, ça va. Donc la joie, on la simule. Le problème, c'est que quand on la simule, elle joue pas son rôle, son vrai rôle efficace. Alors que quand on est sur une vraie joie, il y a un plus au niveau du système immunitaire. Et ça, on le sait pas toujours. C'est pas forcément quelque chose auquel on pense en premier, mais ça guérit, ça renforce le système immunitaire et ça fortifie d'être en joie. Ça donne aussi confiance en soi et ça pousse à l'action, ça donne de l'élan. Donc la joie, l'idée là, c'est d'oser l'exprimer et d'aller chercher les endroits où on a le droit de l'exprimer, si jamais c'est pas forcément facile autour de vous. Et l'exprimer, ça permet d'en décupler les bienfaits. Donc c'est vraiment quelque chose qui se partage. Donc l'idée, c'est de s'autoriser à l'exprimer, de la partager, de la maintenir. Et par contre, il faut aussi traiter les autres émotions avant, parce que sinon elles vont vous empêcher d'aller justement profiter des bienfaits de la joie si jamais vous avez une tristesse, une colère qui est là présente, que vous ruminez beaucoup. Donc voilà pour la joie. Alors moi, ce que je vous propose, c'est une petite méthode d'auto-coaching. Donc quand vous ruminez trop une émotion, elle revient, ça vous énerve. Eh bien, une petite étape, ça peut être celle-ci. D'abord, vous allez identifier votre émotion grâce à la roue des émotions, par exemple celle que je vous ai montrée tout à l'heure, que vous pouvez trouver sur Internet très facilement. Donc vous allez essayer de distinguer, mais finalement, qu'est-ce que je ressens? Ça appartient à quelle famille? Ça va vous permettre ensuite d'identifier justement le message. Quel est le message? Donc là, on passe à l'étape 2. Après avoir écouté votre cœur et donc vos émotions, vous allez passer sur la tête et vous allez vous dire, mais quel est le besoin que j'ai et qui n'est pas satisfait? Et ensuite, une fois que vous avez identifié le besoin, vous allez bien sûr mettre en place une action pour y répondre. Alors bien sûr, comme ça a l'air tout simple, mais quand on le fait, c'est pas aussi facile. Mais si vous prenez du temps, si vous prenez un peu de temps, parce qu'il n'en faut pas beaucoup, mais si vous avez votre roue des émotions et que vous prenez un petit peu de temps à vous dire, mais finalement, de quoi j'ai besoin? Eh bien, c'est vraiment quelque chose qui peut être très utile. Et si c'est pas facile à faire seul, là encore, vous pouvez aussi vous faire accompagner en coaching ou par un thérapeute. Et je voulais faire un petit focus sur l'hypersensibilité. Alors, pour ma part, je suis hypersensible. Ça veut dire quoi, hypersensible? Ça veut dire qu'on ressent tout x 10, en gros. Bon, voilà, ça c'est sorti de moi, c'est pas des études scientifiques, mais voilà, l'idée est quand même là. C'est-à-dire que, voilà, quand on écoute de la musique, quand on regarde la forêt, quand on fait un câlin à quelqu'un de notre famille, quand on nous offre un cadeau, quand on boit un bon verre de vin, tout peut potentiellement nous faire énormément d'effets. Et donc, forcément, quand on est hypersensible, gérer ses émotions, c'est plus qu'une nécessité. C'est vraiment, pour le coup, un besoin vital et quelque chose qui va vous permettre de vous rééquilibrer. Donc, tous les profils qui se reconnaissent un petit peu dans cette hypersensibilité, moi, je vous invite effectivement vivement à vous renseigner sur les émotions, sur l'hypersensibilité. Ça va vous faire beaucoup de bien de voir que y a des choses qui peuvent nous aider. Et puis l'hypersensibilité, ça concerne quand même 20% de la population à peu près, donc il y a quand même pas mal de personnes qui sont concernées. Et je crois que c'est la dernière chose, oui voilà, je vous montre une dernière chose, c'est la maturité émotionnelle. Alors vous pourrez vous amuser si vous avez envie. Alors tous ces petits dessins là que je vous ai présentés, vous pouvez les retrouver tous sur mon profil LinkedIn à Béatrice Dupuis. Donc là, si vous avez envie de le revoir, mieux. Mais là, je voulais vous montrer en fait la maturité émotionnelle. Voilà comment on peut ressentir une émotion quand elle arrive. On peut la ressentir et on peut réagir de toutes ces façons-là. Première possibilité, je la refoule. En fait, dans ma tête, c'est prêt à exploser. Par exemple, je suis en colère. Et en fait, ce que je vais montrer, c'est je serre les dents. Tout va bien, tout va bien. Et donc là, je suis sur une émotion refoulée. Ensuite, il y a l'émotion réprimée.
Donc là, réprimer, c'est, voilà, j'ai conscience quand même qu'il y a quelque chose qui va pas. J'en ai la conscience. Alors que sur le stade d'avant, je refoule tellement que j'en ai même pas conscience. Stade 2, j'en ai conscience, mais je suis perdue, quoi. Je sais pas vraiment bien ce qui se passe. Stade 3, l'émotion peut être substituée. On appelle ça aussi les émotions raquettes. C'est-à-dire que, par exemple, là, c'est de la colère, en fait, dans ma tête. Je suis prête à exploser. Et en fait, ce que je vais montrer, c'est de la tristesse. Parce que peut-être c'est mieux accepté par la société. Voilà. Donc ça, c'est une émotion substituée. Il y a aussi le stade de l'émotion inappropriée. C'est-à-dire, je suis énervé. En fait, non, finalement, je deviens fou de rage en un quart de seconde. Et en fait, ça, c'est justement quelque chose qui arrive beaucoup quand on n'a pas écouté nos émotions. Quand on a beaucoup mis de côté nos émotions, on finit par pouvoir péter carrément un câble pour quelque chose qui n'aurait pas dû générer autant d'émotions si on l'avait traité. C'est comme une cocotte minute. Donc là, l'émotion, elle est inappropriée. 5, elle est exprimée avec justesse. Donc là, on commence à accueillir nos émotions. Là, on est sur des personnes qui commencent à accueillir leurs émotions. Je suis en colère, je le dis. 6, donc là, on commence à aller sur les niveaux où ça commence à être chouette. On a bien travaillé sur nos émotions. Je suis en colère et j'identifie mon besoin. En l'occurrence, là, j'ai besoin d'exprimer mon ressenti. Numéro 7, j'assortis même une demande. Donc, j'ai besoin d'exprimer ma colère. Peux-tu m'écouter ? Donc, je rajoute une demande. Vignette numéro 8, je l'assortis d'une proposition. Parce qu'avant, j'étais juste sur une demande. Et là, je propose carrément comment on pourrait le faire, en fait. Donc, voilà, comment pourrait-on construire un temps d'écoute pour mieux communiquer ? Et alors, le Graal, bon, ça, je pense qu'il y a très peu de gens qui y arrivent. Moi, je pense que j'y arriverai jamais. Mais je pense que c'est plus les Bouddhas. Je ressens ça, j'accueille ça, je l'intègre et je le dépasse. Donc, je visualise toutes les étapes par lesquelles je pourrais passer et ça suffit à rétablir mon équilibre. Voilà, ça, c'est Bouddha. Donc, voilà, moi, j'en ai fini de ce que je voulais vous présenter. Il reste 5 minutes pour les questions, si vous voulez. Il y a une personne qui vous donnera un micro s'il y a des questions. Il faut juste attendre le micro pour la question. Bonjour et merci. Bonjour. Ce dont vous venez de parler, émotions refoulées, réprimées, substituées, enfin, la base de ce que tout le monde devrait savoir, c'est tiré d'un thérapeute particulier? Alors, ça, moi, c'est tiré de mes cours de coaching. D'accord. Voilà, j'ai passé une certification de coaching et c'est la maturité émotionnelle. Alors, il y a des éléments que vous trouverez sur Internet en cherchant maturité émotionnelle. D'accord. Parce que c'est très intéressant. Très intéressant. Il y a une question devant. Je ne sais pas si on peut apporter le micro, s'il vous plaît. Voilà, le micro arrive. Merci, bonsoir. C'est pas vraiment une question, si, quelque part. Je me dis, ça, en fait, on l'apprend, nous, adultes, et on se dit que quand même, on aurait fait beaucoup plus de chemin si on l'avait su plus tôt, parce que c'est une manière de s'assumer, et finalement, de s'assumer pour mieux avancer. Il faudrait qu'on l'apporte aux gamins, en fait. Parce que si les gamins l'apprennent dès tout petit, ça va être des fusées après. Ils vont exploser de potentiel. Ce qui est chouette, c'est qu'on est de plus en plus au courant maintenant, nous, en tant qu'adultes, de ça. Et donc déjà, on le transmet à nos enfants de plus en plus. Bon, personnellement, voilà, moi, depuis que je suis au courant, je leur transmets tout ça. Et moi, j'ai vu à l'école, ils commencent à avoir des éléments sur les émotions. On n'en est pas, bien sûr, à ce qu'on se dit, nous. Mais ils commencent, alors que nous, on ne nous parlait même pas de tout ça. Donc, il y a des progrès. Mais c'est vrai que c'est un peu lent. Mais ouais, n'hésitez pas. Mais justement, voilà, toutes qui êtes ici, n'hésitez pas à diffuser, à vous renseigner, à lire là-dessus, à partager. Parce qu'effectivement, ça nous mène vers l'authenticité, on est d'accord. Et puis du coup, vers un alignement et vers un bien-être. Parce que voilà, quand on lutte contre les émotions, on a mal partout. Oui. Quand on les écoute pas, on a mal. Ça serait chouette de le proposer en atelier aux écoles. Enfin, je pense même que ce soit le maternelle, primaire, collège, lycée, ça serait chouette de le proposer pour que déjà ça s'ancre et que ça s'entende et qu'il y ait des mots.
des petits trucs comme ça, enfin les tableaux qu'on a là, pour leur... Ben moi, du coup, j'interviens dans des missions locales, donc j'en parle avec les jeunes entre 16 et 25 ans. Mais ouais, j'ai pas encore été proposer ça en primaire, mais je vais essayer du coup. C'est super, merci. Merci. Alors attendez, on va redonner le micro parce que sinon, moi je vous entends, mais pas les autres. Ces valeurs, est-ce que vous pensez qu'un jour, ce sera audible dans le monde de l'entreprise? Ah, ça c'est une très très bonne question. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que je l'espère sincèrement, mais moi je me la pose la question. Ouais, moi je me la pose. Là, moi j'ai un exemple en tête d'une entreprise, mais qui n'est pas française, où je pense que le dirigeant est hypersensible et il est en train de mettre des choses en place qui sont géniales autour de ça. Mais ça étonne encore ses collaborateurs. Il y a encore des collaborateurs, alors que bon là c'est lui le patron, donc de toute façon j'ai envie de dire c'est quand même lui qui pousse la ligne directrice. Mais voilà, comme du coup il dit si, moi je veux que les choses soient faites comme ça, et lui pour le coup fait attention à ce que ses collaborateurs soient vraiment pleinement satisfaits, et il fait vraiment tout ce qu'il peut pour que les collaborateurs soient satisfaits. C'est ce qu'il recherche en premier, quoi. Mais voilà, c'est encore assez rare. Mais peut-être que voilà, petit à petit, si on ose le faire tous les uns après les autres, ça devrait changer. Je l'espère. Ça y est, le temps est écoulé. Alors, si vous avez d'autres questions, je vais installer mon stand. Là, j'étais pas encore installé parce que ce matin j'étais en flash coaching, mais je vais installer mon stand tout de suite à WAO dans le pôle accompagnement individuel. Merci de votre attention.